Bienvenue à l'émission DH à la portée de tous. Tous les droits de l'homme à la portée de tous. C'est l'émission de AUDF, Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux. Cette émission est diffusée à la radio-télé catholique Elikia, RTCE, la chaîne qui fait la promotion de la dignité de la personne humaine. Bienvenue encore, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, votre émission préférée connaît la participation de Maître Jean-Pierre Bolonga. Maître Jean-Pierre Bolonga, qui n'est pas à sa première fois à cette émission. Il est le président de l'ONG HNH, Human New Horizons. Il est aussi avocat et aujourd'hui il nous parle comme défenseur des droits de l'homme et nous allons échanger avec lui sur un thème important, les recommandations de l'examen périodique universel. Bien avant notre sujet du jour, nous commençons par l'actualité. Bonsoir, Maître Jean-Pierre Bolonga. Bonsoir, Maître. Nous avons échangé aujourd'hui sur l'examen périodique universel, mais actualité oblige. Il y a eu une bombe qui a éclaté dans une église, à la 8e CEPAC, 8e communauté des églises pentecôtistes d'Afrique centrale, à Kassindi. Il y a eu des morts. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à cet événement? Bien sûr que oui. Nous partageons la même douleur avec les familles de ceux qui nous ont quittés. Ils n'ont pas désiré cette mort. Et ils l'ont trouvée par ceux qui l'ont prémédité. Nous sommes inquiets de ce qui se passe à l'est du pays. Ça fait longtemps que cette partie du territoire passe les moments les plus difficiles de son histoire. À tout moment, il y a des morts, il y a des attentats, on décapite les personnes, il y a d'autres qui subissent un traitement inhumain et dégradant. Et il y a encore un autre phénomène qui nous arrive aujourd'hui par les ADF NALU qui commencent à terroriser nos frères qui sont à l'est du pays en organisant des bombes dans des églises, des attentats, suicides. Et finalement, nous sommes en train de nous poser beaucoup de questions. Mais cette histoire-là prendra fin quand? C'est ce qui nous amène à interpeller aussi le gouvernement congolais, qui a la responsabilité de nous sécuriser à travers nos services de sécurité, à travers l'armée et la police. Nous demandons au gouvernement congolais de pouvoir multiplier la vigilance et de sécuriser nos frères et sœurs qui sont à l'est du pays. Merci beaucoup. Ça fait trop mal au cœur. C'est vrai que le gouvernement a une grande responsabilité. La protection des personnes et de leurs biens, c'est à la charge du gouvernement et tous ses services de sécurité. Nous en appelons aussi à toute la population d'être vigilante et de collaborer bien avec les agents, les services de sécurité, pour que tout danger soit informé et soit prévenu et que les dispositions soient prises. Que ce soit à l'Est, que ce soit sur toute l'étendue de la République. Et donc nos condoléances aux familles éplorées et que les enquêtes soient menées, que des poursuites judiciaires se fassent. Merci beaucoup. Par rapport à la journée du 16 et la journée du 17 janvier, c'est férié, c'est chômé. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce sont de grandes journées aussi que nous sommes en train de commémorer. Nous abondons dans le même sens. Ce sont des grandes personnalités qui nous ont quittés à partir de cette date. À la date du 16, nous avons perdu un grand président,
du nom de Laurent Désiré Kabila. En tant qu'humain, il avait mené un combat. Son combat était d'arriver au pouvoir et puis d'instaurer un pouvoir qui pouvait amener tout le monde au nationalisme. Mais dès qu'il est arrivé au pouvoir, nous avons vu ce qu'il a fait comme gouvernance. À un certain moment, il a stabilisé, surtout dans le domaine du social des Congolais. Il avait créé le service national. Il avait fait des efforts pour que le peuple congolais puisse se retrouver. Parce qu'à un certain moment, nous avons vu comment il avait créé des magasins du peuple. Musée avait aussi de bonnes idées. Il avait aussi créé le marché de liberté que nous voyons ici. Il y a eu le boulevard triomphal que nous voyons. Et à la fin de sa vie, il nous a laissé avec un slogan, ne pas trahir le Congo. Ça, c'est son bon côté. Mais son mauvais côté aussi, que moi-même personnellement, je n'étais pas d'accord avec lui, c'est qu'il ne pouvait pas chasser une dictature par une autre dictature. Lorsqu'il arrive au pouvoir, lui qui nous a laissé le slogan, ne pas trahir le Congo, mais avant d'accéder au pouvoir, il va signer des accords avec ceux qui nous mènent la vie difficile aujourd'hui. Le Rwanda, Burundi et tous ces pays qui l'ont accompagné pour arriver au pouvoir, et ils ont signé des accords, parmi lesquels il y a les accords d'Emera et de l'Emera. Et à partir de son article 4 et 5, de ces articles 4 et 5, il avait accepté de céder une partie de notre territoire d'à peu près 350 km. Là, ça a posé un problème. Et quand ces gens-là sont venus, ils l'ont accompagné avec l'espoir de récupérer cette partie du territoire et de partager le butin. Mais à la fin de compte, nous avons connu ce que nous avons connu. Il arrive encore au pouvoir pour terminer. Au lieu de respecter les trois pouvoirs sacro-saints qui sont reconnus par tous les constitutionnalistes au monde, mais il va supprimer le pouvoir législatif. Pendant sa gouvernance, il n'avait régné qu'avec deux pouvoirs, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. La place qui était réservée au pouvoir législatif, c'est lui-même qui prenait les décrets présidentiels. Il a instauré une dictature jusqu'à renvoyer les opposants tels que les Étienne Tshisekedi et les autres au village pour faire les chats. Il ne voulait pas entendre d'autres voix qui pouvaient au moins les ramener à la raison. C'est ça aussi son mauvais côté. Et il nous a laissé tout ce qu'on est en train de connaître aujourd'hui, des infiltrations, des Rwandais et tout. Mais à la fin de compte, il s'était quand même retrouvé pour nous laisser un slogan selon lequel ne pas trahir le Congo. Merci. Maintenant, avec Lumumba, Emery Patrice Lumumba, c'est sa journée aujourd'hui, c'est un héros de bataille. Cet homme, moi, je le considère comme étant un grand défenseur des droits de l'homme. Il a vu notre pays, comment notre pays était colonisé par les Belges. On était en train de subir un traitement inhumain, un traitement inhumain dégradant. Il y a eu des cas de torture. Alors, il avait lutté pour la liberté. Et lorsque nous lisons dans la Constitution de la République démocratique du Congo, à partir de son article 17, la liberté, elle est la règle. La liberté est une grande valeur. Parmi les valeurs que nous militons dans le domaine des droits de l'homme, il y a la dignité humaine, il y a l'égalité, il y a la liberté, il y a la non-discrimination, il y a la justice. Toutes ces valeurs-là doivent être vraiment respectées par un état de droit. C'est comme ça que lorsque Lumumba a vu que toutes ces valeurs-là n'étaient pas respectées, il a mené un combat et juste après l'indépendance, comme il a continué avec le même combat, on l'a abattu par ceux qui n'aiment pas le Congo. Alors aujourd'hui, nous disons que lui aussi n'avait pas milité seul. À côté de lui, il y a eu Paul Maurice. À côté de lui, il y a eu Okito. Okito qui était, je crois, le président du Parlement, je ne sais pas à l'époque. Et l'autre
était ministre ici, c'est de la jeunesse. Ils sont morts le même jour. Comme nous sommes en train d'honorer aussi la mort de Lumumba, on doit aussi se souvenir de ces héros qui ont donné leur vie pour notre nation, pour que nous puissions obtenir la liberté que nous avons aujourd'hui, l'indépendance. Ça fait partie des droits civils et politiques. Et nous disons que ces gens-là sont des combattants, ils sont aussi défenseurs des droits de l'homme, parce qu'ils ont milité pour que certaines valeurs soient respectées dans notre pays, jusqu'à donner leur vie. Oui. Patrice Emery Lumumba, un véritable défenseur des droits de l'homme. Et effectivement, il n'était pas seul. En République démocratique du Congo, vous n'avez cité que 2 avec qui il est mort, mais ils étaient nombreux. Mais il y avait aussi un grand combat au niveau africain, parce qu'il y a l'histoire de Kwame Nkrumah et tous les autres qui étaient ensemble. Et d'ailleurs, ils se sont retrouvés au Ghana dans une conférence où ils ont décidé que l'indépendance soit immédiate, que ça ne prenne pas beaucoup de temps, et ce qui était même à la base, à la cause des émeutes et des grandes révolutions, des grands troubles, des manifestations qu'il y a eu dans notre pays. Donc pour Lumumba, qui est aussi cette journée célébrée à travers le monde, il y a des avenues, il y a des universités Lumumba, ça et là, c'est un personnage vraiment qui mérite que cette reconnaissance, cet hommage comme héros national. Et de même pour Laurent Désiré Kabila, nous l'avons élevé parce que c'est vrai qu'il a voulu mettre fin à la dictature, et il a mis fin à la dictature, mais il y a un point faible, c'est qu'il a combattu avec 2 personnes qui avaient d'autres idées. Lui, il pensait mettre fin à la dictature et rehausser le niveau du pays, et installer un état de droit, mais ceux qui l'ont accompagné ne pensaient même pas que peut-être c'est lui qui devait être président. Et voilà comment, dans quelles conditions on l'a tué, et vraiment c'est déplorable, mais c'est une grande personne. C'est vrai, je reconnais aussi son mot d'ordre. Ne jamais trahir le Congo. Ça, c'est très important, nous devons tous le retenir. Il a fait tout son parcours. Il a fait ce qu'il a pu faire. Mais à la fin, il dit, ne jamais trahir le Congo. Et il a signé. Il a signé de mettre fin à tout ce qui arrivait comme des erreurs commises pour s'occuper de l'avenir du Congo. Voilà d'où nous parlons de martyr. S'il était faible, s'il avait voulu garder des biens et de protéger certains intérêts, au détriment de ce qu'il a dit, ne jamais trahir le Congo, en demandant à tous ceux qu'il avait accompagnés de rentrer dans leur pays, il n'allait pas devenir un héros. On ne parlerait pas de lui aujourd'hui. Et il est mort dans de mauvaises conditions, parce que même le procès qui a été mené, ça n'a pas été un bon procès. Ce n'était pas un procès équitable. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a demandé à la République démocratique du Congo, pour avoir constaté des violations des droits de l'homme dans ce procès. Et ce qui est vrai, c'est que la majorité de tous ceux qui étaient condamnés, si pas tous, dans ce procès, c'était des innocents. Et pour preuve, il n'y a pas de décision judiciaire jusqu'à ce jour. Ça n'existait pas de décision judiciaire dans l'affaire Laurent Désiré Kabila par la Cour d'ordre militaire. Paix à son âme, le président Nawele, qui était le président de la Cour d'ordre militaire, qui avait présidé ce procès, lui-même a dit que le procès va continuer. Est-ce que le procès va continuer? Dans quelles conditions? Ici, nous déplorons que des personnes ont passé des vingtaines d'années en prison inutilement. AUDF plaide pour que ces personnes-là soient réhabilitées. Il y a des familles aujourd'hui qui ont perdu même leur maison, confisquée, notamment la famille du colonel Moutindo. Le colonel Moutindo a été victime de la confiscation de ses maisons. Papa Nono Lotola, ancien conseiller en matière de sécurité du président Laurent Désiré Kabila,
On l'a ravi, on a confisqué sa maison. Pourquoi? Pour rien. Nous pensons que pour honorer les grandes personnalités de ce pays, Laurent Désiré Kabila, Patrice Emery Lumumba, que les pouvoirs politiques s'occupent de réhabiliter toutes ces victimes. C'est alors que ceux qui sont morts vont mériter effectivement toute la célébration, toute la commémoration digne de leur rang. Si pour la mort de Laurent Désiré Kabila, on a confisqué des maisons des personnes, si pour la mort de Laurent Désiré Kabila, on a jusqu'à ce jour confisqué des biens et il y a eu des morts, des vingtaines de personnes ont passé de 20 ans en prison pour rien, nous pensons que c'est de l'injustice grave qu'il faudra corriger. Nous passons tout de suite au point chaud de notre mission, mais avant toute chose, nous parlons de plaidoyer de l'AUDEF en rapport avec l'habeas corpus. L'article 26 bis, point 4 de la loi du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale. Article, nous avons dit, 26 bis. Point 4. Il est dit, toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant la Chambre du Conseil qui statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention n'est pas conforme aux motifs et selon la procédure déterminée par le présent code. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant la Chambre du Conseil qui statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention n'est pas conforme aux motifs et selon la procédure déterminée par le présent code. Ça, c'est l'habeas corpus, le droit de toute personne en détention irrégulière, illégale, de saisir le juge en chambre du conseil pour que celui-ci statue. Si la détention est normale, il peut proroger la détention, c'est-à-dire donner encore un délai au ministère public pour instruire, afin de fixer le dossier. Et si la détention n'est pas conforme à la loi, ne respecte pas la procédure et le fond, le juge en chambre du conseil a le droit de libérer la personne. Ça sera une révolution pour mettre fin à la surpopulation carcérale que nous déplorons dans notre pays. Voilà, Monsieur Maître Jean-Pierre Boulonga, nous allons parler de l'examen périodique universel. Et notre pays, la République démocratique du Congo, qui est membre des Nations Unies et qui est membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, a reçu à l'occasion de son 3e cycle, le 7 mai 2019, 267 recommandations. Examen périodique universel. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot pour que nos auditeurs puissent savoir de quoi il s'agit? Merci encore une fois de la parole. Lorsqu'on parle de l'examen périodique universel, nos téléspectateurs doivent savoir que c'est un mécanisme qui a été créé par le système des Nations Unies qui permet au Conseil des droits de l'homme d'examiner sur une base périodique si l'un des États partis, parmi les 193 États qui font partie du système des Nations Unies, respectent les obligations et les engagements qu'ils ont pris dans le domaine des droits de l'homme au niveau international. C'est ça en fait le concept de l'examen périodique universel. Les États prennent des engagements dans le domaine des droits de l'homme au niveau international. Alors lorsque vous prenez des engagements, vous avez aussi des obligations.
Une obligation est un lien de droit. Vous êtes obligé. Et dès que vous ne respectez pas des engagements que vous avez pris au niveau international, vous serez examiné par les conseils des droits de l'homme. C'est un pouvoir qui lui a été reconnu par le système des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme. Alors, ici, nous sommes devant, avant de pouvoir parler de la République démocratique du Congo, cet examen s'est fait pendant au moins 3 périodes, pendant 3 sessions à Genève, dans chaque année. Et on examine dans le monde entier quels sont les États qui ont excellé cette fois-ci dans le domaine des violations des droits de l'homme. On examine au moins 14 pays. Et par là, ils y vont jusqu'à examiner, lorsque vous multipliez 14 multiplié par 3, on peut aller jusqu'à une quarantaine de pays. Parmi ces pays-là, notre population doit savoir que la République démocratique du Congo avait été aussi mis en examen par le Conseil des droits de l'homme. Il y a eu des recommandations qui ont été faites pour que la République démocratique du Congo puisse améliorer, puisse respecter ses obligations et ses engagements dans le domaine des droits de l'homme. Nous sommes au 3e cycle. Il y a des recommandations qui ont été faites et nous devons savoir que lorsque nous prenons des engagements au niveau international, nous devons les appliquer. Lorsque nous lisons la Constitution de la République démocratique du Congo, à partir de son article 215, toutes les conventions que la République démocratique du Congo a ratifiées au niveau international ont une force supérieure à nos lois. A une force supérieure à nos lois. C'est la Constitution de la République démocratique du Congo, à partir de son article 215, qui le confirme. Et même je crois encore qu'il y a une autre disposition à partir de l'article 153 de la Constitution, et in fine, vous allez vous rendre compte que lorsque on nous montre la hiérarchisation des formes, des normes, s'il vous plaît, dans notre arsenal juridique ici au Congo, on parle de la Constitution, on parle des traités, accords internationaux, nos lois, et ainsi de suite. Raison pour laquelle nous disons un État sérieux, supposons tel que le nôtre, doit faire un effort d'appliquer les recommandations qui ont été faites par le Conseil des droits de l'homme pour que nous puissions vraiment être respectés sur la scène internationale et être considérés comme un État de droit. Parce qu'un État de droit, c'est un État qui respecte les textes, un État qui est soumis aux droits. Et parmi les droits, il y a des accords et traités internationaux, parmi lesquels il y a aussi des conventions, des traités qui parlent des droits de l'homme que la République démocratique du Congo avait. Merci beaucoup, Maître Jean-Pierre Bolonga. Examen périodique universel, comme vous l'avez bien dit, tous les États du monde passent devant leurs pairs au niveau du Conseil des droits de l'homme et ils sont examinés sur leur situation des droits de l'homme. Et là, nous devons comprendre que les droits de l'homme relèvent non pas seulement de la volonté de l'État, mais c'est aussi une obligation internationale, comme le dit Maître Jean-Pierre Bolonga. Et notre pays est maintenant au 3e cycle, c'est-à-dire que le pays a été examiné en 2014 pour la première fois, parce que cet examen s'est fait après 4 ans et 6 mois. Donc, en 2014, le pays a été examiné, c'était le 1er cycle. 2e cycle, on a été examiné en mai 2019 et maintenant, 3e cycle, ça sera en 2024. Voilà l'examen périodique universel. Et nous avons signalé que notre pays a reçu 267 recommandations. Donc chaque État qui est en train d'examiner pose des questions, formule des recommandations, fait des observations. Et notre pays, à l'occasion, le 7 mai 2019, il a reçu 267 recommandations. Et notre pays a noté 28 recommandations, c'est-à-dire qu'il s'est réservé par rapport à 28 recommandations. Il s'est dit qu'il va examiner, il va voir après
comment mettre en œuvre ces recommandations. Mais 267 sont acceptées et il y a une obligation pour les mettre en œuvre. Au plus tard, en 2024, il faudra démontrer encore devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies les efforts fournis et les défis, comment relever les défis. Pour vous-même, quelles sont les recommandations que vous avez trouvées importantes par rapport à la question de ratification? Parce qu'on a demandé des ratifications. Quels sont les textes, les instruments les plus importants que vous avez trouvés pour la ratification? Ils sont très nombreux, ces instruments-là de protection des droits de l'homme, qui sont accompagnés de certains mécanismes aussi de protection des droits de l'homme au niveau international. Mais dans les recommandations qui ont été faites, on a recommandé à l'État congolais de pouvoir ratifier le protocole facultatif sera apporté aux droits civils et au pacte international relatif aux droits civils et politiques qui parle de l'abolition de la peine de mort. Ça pose un problème. Abolition de la peine de mort. Il y a l'abolition de la peine de mort. Lorsque nous disons dans notre Constitution, à partir de l'article 16, la Constitution, cet article dispose que la vie humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a une contradiction entre le code pénal, qui est régi par le décret de 1940, à partir de son article 5, qui énumère les peines qui peuvent être appliquées. On commence d'abord par la peine de mort. Nous avons les travaux forcés. Il y a la peine de servitude pénale, à taille puis à vie, peine d'amende et toutes les autres peines. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on prononce la peine de mort aujourd'hui? Parce que la loi nous oblige, en tant que juge, de prononcer cette peine. Alors que cette peine est en contradiction avec la Constitution, qui recommande, qui oblige à l'État de protéger la vie humaine. Il y a une contradiction. Okay. Alors que entre la Constitution et la loi doit se conformer à la Constitution qui est considérée comme la loi fondamentale. Merci beaucoup. Nous demandons au gouvernement congolais de pouvoir faire vite, de ratifier ces protocoles et de prendre même des lois ou des mesures internes. Il y a une loi qui a été déposée par le professeur Mbata. Nous espérons que pendant cette session, cette loi-là sera adoptée à l'Assemblée nationale et Sénat pour que nous puissions réellement entrer dans cette phase de l'abolition de la peine de mort. Nous avons la question de la disparition forcée. Il y a beaucoup de cas d'enlèvement et de disparition forcée. Nous avons aussi le besoin, l'urgence pour protéger les travailleurs migrants et leurs membres de famille. Mais à propos, le cadre institutionnel en matière de droits de l'homme, on a recommandé le renforcement, la dotation des moyens financiers à la Commission nationale des droits de l'homme et au comité interministériel de droits de l'homme, là, coup de chapeau, merci au BCNUDH qui a donné même un bureau au comité interministériel de droits de l'homme. Et donc, il y a des efforts qui sont fournis déjà dans ce sens-là pour le cadre institutionnel. Mais en ce qui concerne la coopération internationale, comment jugez-vous la coopération internationale entre la RDC et les mécanismes internationaux? Peu de mots. Hein. Oui, cette coopération internationale en rapport avec les mécanismes. Ici, nous sommes dans un système. La RDC fait partie du système des Nations Unies. Nous avons des instruments et des mécanismes de protection des droits de l'homme, que ce soit au niveau international. Nous avons des instruments tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme, les deux pactes que nous connaissons. Il y a aussi des conventions internationales. Au niveau africain, nous avons aussi la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Il y a aussi d'autres instruments, ainsi que au niveau national ici. Alors, pour que nous puissions coopérer avec les autres États, nous devons respecter les traités et les accords que nous avons signés avec les États, parce que c'est ce qui nous lie. Et ces respects-là, cette application-là, va faciliter notre coopération avec d'autres États. Merci beaucoup. Il y a la
que la Cour pénale internationale. La RDC dira qu'il est un bon élève à la Cour pénale internationale, il a donné beaucoup de gens. Nous avons le Conseil des droits de l'homme, nous avons le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et là, nous voulons que le pays fasse une déclaration pour permettre aux individus et aux associations de saisir la Cour africaine. Ça, c'est quand même, ça sera très intéressant, un bon signal de renforcement de l'état de droit et du respect des droits de l'homme. Mais ici, avec les pays, il y a des recommandations qui concernent les droits civils et politiques, il y a des recommandations qui concernent les droits économiques, sociaux et culturels, il y a aussi des recommandations qui concernent les groupes vulnérables, notamment les personnes vivant avec handicap, les femmes et les populations autochtones. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire en un mot aujourd'hui, parce que ça, ce sera le dernier mot, parce que nous allons entrer en profondeur sur ces questions. Un petit mot par rapport à tous ces droits, comment vous trouvez l'état d'avancement? Oui, l'état d'avancement, il y a quand même des avancées et puis il y a beaucoup à faire encore. Parce que dans le système des droits de l'homme, nous disons que les droits de l'homme sont classés en plusieurs catégories. Nous avons les droits civils et politiques tels que vous venez de le souligner. On a les droits économiques, sociaux et culturels. Nous avons les droits collectifs. Et on a aussi les droits des personnes vulnérables. Alors, comme il y a des recommandations, nous devons faire un effort en tant qu'État de les mettre en application. C'est ce que nous attendons du gouvernement Merci congolais, beaucoup. Là, nous allons demander... Et il y a aussi le problème de la justice. Parmi les recommandations, on a recommandé au gouvernement congolais de pouvoir revoir aussi son système judiciaire. Les réformes judiciaires et pénitentiaires. Indépendant et pénitentiaire. La lutte contre l'impunité. L'impunité. La lutte contre la corruption. Ça fait partie de toutes ces recommandations. Oui, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons demander, nous allons chercher des autorités avec lesquelles nous allons échanger sur ces questions des recommandations. 267 recommandations. Il y a soit le Comité interministériel des droits de l'homme, soit la Commission nationale des droits de l'homme, et pourquoi pas d'autres institutions pour que nous puissions mettre, n'est-ce pas, le point sur les i. Comment on met en œuvre ces recommandations? Parce que, arrivé en 2024, on passe en revue qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait. Voilà notre plaidoyer pour le moment, que toutes les institutions puissent savoir qu'il y a des recommandations et que chaque institution sache ce qu'elle peut faire pour que notre pays puisse quand même grandir davantage en matière de droits de l'homme. C'est telle est la volonté aujourd'hui du président de la République qui dit nous voulons un état de droit. Un état de droit, c'est l'état où les droits de l'homme sont mieux protégés et promus. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission DH à la portée de tous. Cette émission qui est diffusée mardi et vendredi à la RTCE. Vous le suivez prochainement. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'examen périodique universel avec Maître Jean-Pierre Bolonga, qui est le président des HNH, Human New Horizons, avec votre fidèle Maître Henri Wembolois. Nous avons connu la participation pour la réussite de cette émission avec M. Roger Tita à la cabine, M. Ewing Mukuna et M. Jires Nzunzi, avec une grande participation du DG Hugues Kibao. Voilà, c'était DH à la portée de tous et à la prochaine. Merci.